Stéphane Boucher, bonsoir. Vous êtes journaliste police-justice. Vous avez suivi l'affaire du petit Grégory pour le compte de plusieurs médias. Rebondissement spectaculaire aujourd'hui dans l'affaire du petit Grégory, puisque cela fait 32 ans qu'on cherche un coupable. Et on apprend aujourd'hui, on l'a appris il y a un peu plus d'une heure, qu'il n'y a pas un coupable, mais que c'est tout un clan, qu'il y a plusieurs coupables. Avant que vous réagissiez, je vous propose d'écouter donc ces révélations qu'a faites à peu près après 16 heures le procureur général de la Cour d'appel de Dijon, Jean-Jacques Bosc. On écoute. À ce stade, ce que l'on peut dire, c'est que les investigations qui sont corroborées par l'analyse criminelle auquel a procédé la gendarmerie, dont le général va vous parler, montrent qu'à l'évidence, plusieurs personnes ont concouru à la réalisation du crime. Ce qui est horrible, il va évoquer des noms, c'est que derrière le meurtre de ce petit Grégory de 4 ans, eh bien, il y a la grand-mère, qui est peut-être pas à l'origine, mais elle est citée comme étant l'une des femmes qui aurait écrit les fameuses lettres du corbeau, là, le fameux corbeau. C'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'elle est reconnue par les experts comme étant celle qui a envoyé des lettres au juge d'instruction en 89, c'est-à-dire 5 ans après le crime, lettres dans lesquelles elle aurait essayé de déstabiliser le juge d'instruction de l'époque, M. Simon, à l'époque, justement, où il en était lui disant ne reprenez pas l'enquête, voilà, avec derrière des menaces de mort. Parce qu'en fait, et c'était au moment où il s'apprêtait à disculper Christine Villemain, qui, on sait, avait été mise en cause et même incarcérée pendant 11 jours dans le cadre de cette enquête. Ça, c'est pour la grand-mère. Voilà. Ensuite, il y a la grand-tante qui est citée. Elle aurait écrit une lettre en 83, alors là, pour le coup, lettre beaucoup plus compromettante. Oui, donc la grande-tante, donc la tante de Jean-Marie Villemain, le père de petit Grégory. Elle, visiblement, a été identifiée par les experts, d'après ce qu'a dit le procureur général de Dijon, comme étant l'auteur d'une des lettres qui était antérieure au crime, en fait. En 83. Voilà. Et dans cette lettre, Jean-Marie Villemain est désigné comme étant le chef, et on retrouve curieusement le même terme dans la lettre de revendication du crime, la fameuse, celle du 16 octobre. On va la voir, cette lettre horrible qui a été envoyée en 84, juste après le meurtre de Grégory Villemain. C'était à 17h40 qu'elle a été postée, le jour du meurtre. Lettre dans laquelle est écrit « J'espère que tu mourras de chagrin ». Il s'adresse au père du petit Grégory. Le chef, ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. Alors ça, on ne sait pas qui l'a écrit. Cette lettre a été postée 15 minutes ou 20 minutes après l'enlèvement de l'enfant qui est intervenu à 17h05. Que nous a dit également le procureur général de Dijon cet après-midi, qu'avant l'enlèvement, il y avait eu des repérages effectués par un homme à moustache. Et depuis le début, un homme à moustache, on pense à qui? On va voir sa photo, il a de belles moustaches, et c'est évidemment Bernard Laroche, le cousin de Jean-Marie Villemain. Comme l'a dit l'avocat de la veuve de Bernard Laroche, parce que comme on le sait aussi, Bernard Laroche a été abattu l'année qui a suivi le crime par Jean-Marie. Parce que son père était persuadé que c'était lui l'assassin. Et le procureur n'a pas désigné nommément Bernard Laroche, mais a parlé d'un homme à moustache. Or, on sait que dans toute la famille Villemain, et il y a beaucoup de personnes, il y a 30 à 40 personnes dans cette espèce de grande famille, le seul qui a la moustache, c'est Bernard Laroche. Alors, Welzer, l'avocat de Marie-Ange Laroche, a dit qu'il y avait pas mal de gens qui avaient à l'époque la moustache dans les Vosges. Il y avait pas mal de gens à moustache dans les Vosges, c'est vrai. On peut l'imaginer, mais disons qu'il l'a quasiment cité nommément. C'est curieux quand même cette façon de la part du procureur général de balancer des noms sans donner de preuves, etc. Ça fait 25 ans que je travaille sur les affaires judiciaires et criminelles et j'ai jamais vu ça, surtout avant la fin des gardes à vue, surtout expliquant que les gardés à vue avaient fait valoir leur droit au silence, surtout sur apparemment des éléments qui sont des expertises en écriture, des choses liées à la graphologie, peut-être à la voix aussi, parce qu'on sait qu'il y a eu ce qui a fait avancer le dossier, effectivement, ce sont des experts. On pensait que ce serait l'ADN très moderne. Qui est devenu un peu la reine des preuves dans les affaires judiciaires. Or, c'est quand même des éléments beaucoup moins solides devant une cour d'assises, que, disons que l'ADN, c'est quand même ce qu'il y a de plus incontestable. Voilà. Ouais. Et les analyses de la voix, les analyses graphologiques, c'est quelque chose qui est soumis à expertise contre expertise. Alors, j'imagine que le procureur général de Dijon doit avoir des éléments en main, et notamment la présidente de la chambre d'instruction qui instruit ce dossier, pour avoir donné en pâture, alors que les gardes à vue ne sont pas terminés, les noms et, disons, la toile de fond de l'affaire. Parce qu'on comprend bien, et c'était une des premières hypothèses au tout départ de l'affaire, que on a toujours pensé qu'il y avait
plusieurs corbeaux. Il y avait, voilà, c'était une des hypothèses. Et donc l'hypothèse d'un complot familial qui a été celle qui a servi de toile de fond à l'histoire depuis 32 ans est en train de refaire surface. Et visiblement, c'est dans cette direction que se dirigent les enquêteurs aujourd'hui. Et sachant qu'on est au début de cette nouvelle affaire Grégory, je dirais, qu'il peut y avoir encore des rebondissements dans les jours qui viennent et dans les heures qui viennent. Stéphane Boucher, le fait que les gardés à vue, que ce soit la grand-tante, la belle-sœur aussi, hein, la propre femme de demi-frère ne parlent pas et demandent et qu'on respecte leur droit au silence. Est-ce que, quand on ne parle pas, c'est qu'on veut cacher quelque chose? Est-ce que non? Oui, mais enfin, je fais un raccourci un peu facile. Non, mais il y a aussi une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces gens-là sont en garde à vue et qu'ils ils sont assistés d'un avocat. Chacune de ces personnes a un avocat pour l'assister dans la garde à vue. Donc, est-ce que c'est pas déjà le début d'une stratégie de défense pour les avocats, sachant qu'on ne sait pas qui sera présenté, sur quelle qualification et qui sera au final mis en examen, parce que la garde à vue. Le procureur a dit que Bernard Laroche avait effectué des repérages dans les jours qui avaient précédé. Il n'a pas dit Bernard Laroche. Bon, il a dit un homme à moustache, voilà, accompagné d'une femme, etc. Si c'est bien Bernard Laroche, c'est horrible de se dire que ça veut dire que ça a été prémédité, que c'est toute une famille. Enfin, ça fait penser, c'est assez machiavélique et épouvantable comme scénario. C'est vrai qu'on sent, en filigrane dans les déclarations du procureur que c'est une sorte de complot familial où avec plusieurs participants, des vieilles haines recuites au sein de la famille. Enfin, c'est évidemment la piste centrale qui a été suivie par les enquêteurs depuis 32 ans, mais là, ça prend encore aujourd'hui, et c'est ça qui est véritablement spectaculaire. Ça fait 32 ans qu'ils taisent leur secret familial. Moi, j'avais 14 ans au moment de l'affaire Grégory, et je regardais la télévision, et j'étais passionné par cette affaire. On en avait tous les soirs, c'était le feuilleton au journal télévisé. 5000 articles, 50 travaux universitaires, des téléfilms, etc. Et on en parle encore aujourd'hui, 32 ans après. Et c'est vrai que cette affaire a vécu à la télévision, je dirais. À l'époque, c'était vraiment le feuilleton. Et elle était très très mal engagée avec la presse qui a un peu fait n'importe quoi, les enquêteurs qui à l'époque n'étaient pas rompus au travail de police scientifique qui ont saccagé la scène de crime, et puis cette espèce d'hystérie dans l'opinion publique aussi. C'était quelque chose qui a rendu les gens un peu fous, en fait. Pourquoi ça nous passionne autant, cette affaire? Parce qu'on est en province, parce qu'on parle d'une famille, parce qu'on parle de la mort d'un enfant qui, dans la hiérarchie du crime, est quand même la chose la plus effroyable. Et surtout, je dirais, ce côté feuilletonnant, parce qu'on n'en a jamais fini de l'affaire Grégory. Voilà. On sait ce que sont devenus d'ailleurs les parents Villemain après le. Les parents Villemain, évidemment, Jean-Marie Villemain a fait 5 ans de détention, un peu moins, je pense, pour le meurtre de Bernard Laroche. Christine Villemain, qui a été en prison aussi, a été blanchie en 93. Parce qu'à un moment, elle a été accusée du propre meurtre de son fils. Sur la base aussi d'expertise graphologique. Donc on peut se demander, est-ce que ce qui est avancé aujourd'hui par les enquêteurs et par le procureur, est-ce que c'est vraiment solide? Parce que moi, si j'étais avocat d'un des mis en cause sur des bases comme ça, évidemment, ça serait un peu du beurre pour essayer de démonter l'accusation. Donc que sont-ils devenus aujourd'hui, les époux Villemain? Les époux Villemain habitent en région parisienne, en fait. Ils ont déménagé des Vosges, en fait. Ils ont quitté définitivement la Bologne. Ils ont refait leur vie. Ils ont aujourd'hui 3 enfants qu'ils ont eu après Grégory. Et donc ils ne veulent plus du tout, ils ne veulent plus du tout communiquer avec les médias, parce qu'on se souvient que les médias ont eu un rôle très très négatif dans cette affaire. Mais par contre, leur avocat, Maître Moser, qui est leur fidèle avocat depuis de longues années, n'a jamais lâché prise. Donc il a toujours demander des actes à la justice pour qu'on puisse enfin faire la lumière sur cette affaire très emblématique. Parce qu'avec l'affaire du double meurtre des enfants de Montigny, avec le procès Holm dont on a parlé récemment, c'était le grand cold case de ces 40 dernières années. Voilà, merci beaucoup Stéphane Boucher, donc journaliste police-justice. Et on rappelle donc l'information de la journée. Il n'y a pas un coupable dans le meurtre du petit Grégory, mais il y aurait tout un clan, il y aurait plusieurs coupables, à en croire le procureur général de la Cour d'appel de Dijon. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Emmanuel Macron, président jupitérien, pour reprendre sa propre expression. Alors qu'est-ce que cela signifie exactement? En quoi le style présidentiel d'Emmanuel Macron diffère-t-il de celui de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy? C'est dans l'air intitulé ce soir, moi, président jupitérien.